Nous sommes le 10 mars, interview de la charmante Monique Massot-Escaravage, Salon des Pieux 2019. C'est parti. Alors ma chère Monique, ça va? On soit à 5 sur 5? Oui. Alors, une petite intro pour toi, le temps que tu rentres dans le truc, et puis après on commence. Certains écrivains tourmentés doivent une partie de leur talent imaginatif aux fantômes qui les hantent. Mais ce n'est pas toujours traité. L'auteur broie ici du noir pour vous faire prendre le café littéraire juste après. Vous voyez le noir, café, tout ça. Bonjour l'estomac. En guise de fantôme qui la hante, Monique Massot-Escaravage vous parlera plutôt du spectre des couleurs. Jeu de mots, spectre, fantôme. Qu'elle a la chance d'avoir dans la tête. Un magnifique palette de couleurs qui lui permet de colorier ses personnages à sa guise et d'avoir un écran de cinéma Technicolor à disposition dans ses deux hémisphères cérébraux, bouillonnants. Elle n'a juste ensuite qu'à prendre la plume et vous raconter le film qu'elle visionne intérieurement. Le mot d'ordre de ces livres, du romantisme, des voyages et des intrigues bien ficelées par des personnages attachants. Donc, officiellement, ma chère Monique, bonjour. Bonjour. Alors, Monique Massot-Escaravage, ça fait 3 mots. Eh ben, moi, chère Monique, je vais te demander, encore plus difficile, je vais te demander de te présenter en 2 mots. Parce que là, il y en avait 3. Qui est donc Monique? Une femme comme les autres. Wow, enfin, tu fais plein de choses quand même. Oui, là j'écris, j'adore écrire, j'adore lire, c'est ma passion. C'est ta passion depuis toujours. Hein. Oui. Alors la question traditionnelle incontournable, comme une figure imposée de triple boucle piquée dans un concours de patinage artistique, comment l'écriture apparaît dans ta vie? J'ai toujours aimé écrire, mais j'écrivais dans un journal, j'écrivais des carnets de voyage quand on partait. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai eu un gros coup dur dans ma vie, c'est-à-dire que mon mari a eu un cancer. Mon fils est parti vivre au Québec et il me fallait absolument un dérivatif à tout ça. Et je me suis plongée dans l'écriture, d'autant plus que mon frère faisait un arbre généalogique de la famille à cette époque. Oui, parce que c'est beaucoup empreint de généalogie. Tout à fait, oui. Et fortuitement, il a découvert que notre ancêtre alsacienne, qui était partie en 1848 en Algérie, donc cet ancêtre-là était parti avec un homme qui n'était pas son mari. Et la grosse question, c'était qui était cet ancêtre, et on ne le saura jamais. C'était un secret de famille qui a été bien gardé. C'est comme ça que oui, ça. Et j'ai voulu leur écrire une histoire à ce couple-là, une histoire dans l'histoire avec un grand H. Voilà. Parce que c'est ce qu'on disait hors antenne, tu as cette facilité à partir d'un petit fait divers, tu brodes autour, mais voilà, joliment. Quoi. Sans problème. Alors, au niveau des modalités de ton écriture, je me suis laissé dire que chez toi, l'écriture s'incarnait, je le nom, il a carnet dans un carnet. Tu as toujours un petit carnet à la main, je crois, non? Ah oui. Oui. Même la nuit. Même la nuit, donc. Oui, quand je dors pas, j'ai des idées qui arrivent et je les note, j'allume la lumière, je les note tout de suite. Il y a mon mari qui râle, mais bon, il faut que je note tout de suite ce que j'ai dans la tête, sinon le matin, j'ai tout oublié. Moi aussi, je prends beaucoup de notes comme ça, et j'ai moi aussi toujours un crayon en portée de main. Donc alors, avec ce premier roman intense en émotion, Vent d'espoir tome 1, c'est l'équivalent corsé du chocolat de 1848. Ce qui tombe bien, puisque ça se passe justement en 1848, pour rentrer dans le détail. Donc c'est ce dont tu nous parlais tout de suite. Hein. Donc voilà, c'est ce que tu disais tout de suite, tu découvres ça avec les deux dates de décès différentes. Tout à fait. Et là, tu te dis, oula, il y a un truc là. On n'a rien compris. En fait, on a reçu 2 actes de décès du même homme, même état civil, mais deux sépultures différentes, une en Alsace et une en Algérie sur leur lieu d'implantation. Il y a des dates qui n'étaient pas les mêmes. Donc ça prouve bien que le vrai mari était bien resté en Alsace et que le faux, alors, tu racontes ça, effectivement, tu as fait un magnifique livre, mais alors tu n'as jamais su le fin mot de l'histoire. Non, c'est un secret de famille, vraiment. Et donc tu as comblé dans les blancs. Je leur ai écrit une histoire, voilà. Mais c'est merveilleux d'écrire son histoire. Parce que là,
Si tu veux, il y a le côté, comment on va dire, tu joues un utile agréable, parce que tu te fais un arbre généalogique, en même temps tu fais un roman. Voilà. C'est tout imaginé en fait. Il y a des faits historiques qui sont réels. Donc tu as un peu d'historien en même temps. Ah oui, oui, on apprend énormément de choses. Oui. Alors, c'est vrai que normalement, pour un écrivain, il faut d'abord écrire la page avant de la tourner. Et là, tu vas me voir venir comme un pêcheur à pied sur sol plat, par temps clair. Hein. Est-ce que tu penses, mais tu as déjà partiellement répondu, que l'écriture romanesque doit prendre obligatoirement racine dans le vécu? Quelque part. Pour moi, oui. Pour toi, oui. Ah oui, oui. Alors, une écriture un peu thérapeutique, sinon, c'est vrai que ça fait du bien. Tout à fait, oui. On pense à rien d'autre qu'à ce qu'on est en train de faire. On est plongé dans son histoire et tout le reste est accessoire. Il n'y a plus rien qui compte que ça. Moi, j'ai passé 5-6 heures par jour. 5-6 heures par jour? Ah, tout à fait, oui. Donc tu écris comment alors? Traitement texte ou crayon? Ah non, j'écris d'abord sur un cahier. Sur un cahier d'abord? Oui. Les grands traits sur un cahier que je développe après devant l'ordi. J'écris, je reviens, j'efface, je reprends. Ah oui, parce qu'on c'est vrai qu'on n'est jamais content de bosser. Non, ça. Un petit peu c'est vrai, tant qu'on n'a pas la bonne tournure, on n'est pas satisfait. Il faut bien se décider à un moment à arrêter parce qu'il n'y a jamais de fin. Quoi. Bah après, c'est les petits traders dans le cou, j'imagine, qui font que ça s'arrête, parce qu'on a mal au cou, tout ça. Alors, penses-tu comme William Shakespeare, alors il y a un mauvais jeu de mots, hein, je ne vais pas faire dire. Penses-tu que comme William Shakespeare, que pour tout écrivain, l'écriture est une respiration? J'inspire, Shakespeare. Ou qu'au contraire, rien n'est acquis et qu'il faut donc beaucoup travailler pour être bon? Tout dépend de l'auteur, de la personne qui écrit. Moi, j'ai aucune difficulté à coucher sur le papier, mais tout de suite, ça vient tout de suite. J'imagine que c'est un premier jet, quoi. Tu tout à fait. Ouais. Tout vient au fur et à mesure. J'écris mon roman sans savoir comment je vais le terminer. Et tout découle de mon histoire. Voilà. C'est génial. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je disais dans l'intro. Alors j'ai lancé ça, c'était comme un motus où tu lances un faux mot et tu regardes si ça tombe bien. Et toi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as un film dans la tête et hop, tu recopies l'histoire de ce que tu vois. Voilà. Ah, c'est génial. Hein. Ce qui me prend le plus de temps, ce sont les recherches historiques. Parce que je m'attache à faire coller mon histoire avec les recherches, avec l'histoire en fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de recherches en amont, etc. Énormément, c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est ce qui prend le plus de temps. Ouais. Et là, tu es sûr de coller bien au détail. C'est plus difficile. Donc il y a la petite histoire romanesque en premier plan et en toile de fond. Voilà. Donc tu racontes un peu 1848, etc. Alors donc tu as 4 romans à ton actif et en peu de temps, donc ça commence alors vraiment en 2015, non de moi J'avais commencé en 2012-2013 et le premier est sorti en 2015. Alors ça s'enchaîne, Vent d'Espoir tome 1, 3 autres ont suivi en très peu de temps. Le Grand Bassin, ça c'était en 2016. Vent d'Espoir tome 2, ensuite La saveur amère des oranges. Ça me manque déjà l'orange, la gueule. Et le petit dernier dont on va parler tout de suite dans la pub, Le Journal d'un destin. Donc il sort en 2018. Oui, il est sorti au mois de septembre 2018. Donc vitesse de croisière, c'est un par an. Oui. La croisière, ça amuse. Alors toujours fidèle à la même maison d'édition. Oui. Édition à ETH. Oui, c'est vrai qu'ils sont attachants. Hein. Ah, le petit Laurent, il est sympa. Oui, ça va bien. J'ai l'impression que c'est une grande famille. Alors, quels sont les sujets qui t'interpellent en général, donc, même qui t'occupent actuellement? Les sujets qui te donnent des idées, comment ça vient donc, hormis le fait que cette inspiration très spéciale de la généalogie, mais autrement tu entends des trucs, ça te donne des idées? Non, pas forcément. Non. Non, vraiment pas, non. Je reste dans mon petit. T'es dans ta bulle. Oui, tout à fait. Oui. Oui, ça il y a par exemple. Rien qui influe Tu as regardé un truc par exemple à la télé, une nouvelle, non, ça vient pas de l'inspiration. Non, pas du tout. Bah, c'est mieux, comme ça t'as ton monde. Super. Alors, qu'est-ce que. J'ai un peu pas été sur la présentation. Alors, au niveau de ton public, j'imagine que tu l'as trouvé, non? Oui. Oui. C'est ce qu'on disait un petit peu en antenne. Les gens viennent te voir.
Oui, les gens viennent me voir en salon quand ils sont dans le coin. Et tu t'es fait quelques amis parmi tes lecteurs? Énormément. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, beaucoup. Surtout quand je descends dans le midi faire des dédicaces. Et je suis sur Facebook, je suis dans beaucoup de groupes de gens. C'est vachement bien Facebook pour ça. C'est génial. Franchement, il y en a qui critiquent, moi je trouve ça bien, parce que ça permet de garder contact. Tout à fait. Et puis même d'étoffer des bateaux, par exemple, on s'est bien discuté. Oui. C'est vrai que c'est franchement sympa. J'ai même retrouvé, grâce à Facebook, une amie que j'avais perdu de vue depuis 62, c'est-à-dire depuis 56 ans. Ouais. Et je l'ai retrouvée à Montpellier. Et sachant que je faisais une dédicace à Montpellier, elle m'avait dit je viendrai te voir, mais tu ne me reconnaîtras pas. Et je lui ai dit si, je suis sûre de te reconnaître. Et au moment où elle a poussé la porte, je l'ai reconnue tout de suite. Ah oui. Sinon, c'est ça où j'ai le problème, le Facebook. Pour trouver des gens perdus. Oui. Alors, l'actu, le dernier, tout chaud, le journal d'un destin, donc le 6 août 2018. Alors, sans évidemment dévoiler la fin, alors, tu peux nous dire 2-3 mots sur l'intrigue? Oui, c'est-à-dire que mes personnages principaux partent suite à une querelle familiale d'importance. Ils partent au Québec parce qu'à cette époque-là, le Canada faisait aussi du recrutement pour des volontaires pour peupler ces immenses territoires. Et donc je fais partie mes personnages, le couple de personnages, je le fais partie au Québec. C'est des personnages qui sont en avance, parce qu'il y a une récurrence aussi dans tes romans, parce que je crois qu'il y a Martin qui s'en va au... Il n'y a pas une récurrence dans tes livres? Peut-être par rapport à mes ancêtres qui sont partis... non, mais dans tes personnages, il y a Martin aussi. Non, Adrien. C'est Adrien, pardon. Oui. Et je sais qu'il y a un couple qui s'en va au Québec parce qu'ils sont, ils sont expulsés de la propriété. Alors, c'est pas eux, c'est encore autre chose. Non, c'est eux. C'est eux, d'accord. C'est bien eux qui partent au Québec. Et en fait, cette idée de Québec m'est venue il y a 2 ans. Nous étions à Montréal pour les 150 ans de la création du Canada. Et dans les rues, dans les musées, tout ça, il y a énormément de renseignements sur la création, sur le travail des immigrés, tout ça. Et j'ai eu envie de les faire partir et de raconter le Québec à l'époque, en 1871, les conditions de travail des gens qui arrivaient là-bas, les difficultés en plus avec le froid terrible qui régnait. Oui, parce que c'est vrai que là-bas, on a tous des images d'Épinal dans la tête. C'est dur. C'est vrai que c'est un peu froid, il a la température ressentie énormément moins, c'est moins 3, moins 4. Moins 30. Moins 30, moins 30. Et donc j'ai mon fils qui vit à Montréal. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire. Et quand ma belle-fille a découvert que j'écrivais sur la généalogie de la famille, elle m'a sorti l'arbre généalogique de sa mère. Et la mère de ma belle-fille vient de Rennes. Les ancêtres de la mère de ma belle-fille viennent de Rennes, un petit village qui est à 12 km de Rennes. Et donc ils sont partis en 1665 au Québec. Et donc tout ça, ça m'a donné envie de raconter cette histoire parce que dans le document qu'elle m'a fourni, il y a tout le chemin parcouru par cet ancêtre, la propriété qu'il a obtenue dans l'île de Montréal à la pointe de Tremble, son mariage avec la fille d'un voisin. Et ça, c'est la réalité que je raconte et j'ai gardé les prénoms. Il y a un peu à avancer parce que il y a déjà la trame. Et j'ai gardé les noms des ancêtres de ma belle-fille. Elle s'appelle Arbour. Et le premier qui a débarqué à Montréal, qui venait de Normandie, s'appelait Arbour. Donc j'ai gardé exactement les noms et j'ai raconté toute l'histoire de cet ancêtre. Là, tu disais que pour son mari, c'était le père Arbour. Non. Alors, justement, c'était la question suivante. Donc, il y a quand même un peu de documentation sur celui-ci, non, quand même pour, oui. Toujours. Ça te prend combien de temps au niveau de la documentation? C'est ce qui prend beaucoup de temps? C'est au fur et à mesure que j'avance dans mon récit. Je cherche, par exemple, année après année. Je fais toutes mes recherches sur Internet. Moi, je suis pas historienne, donc je fais ça à mon petit niveau. On fait beaucoup ça. Voilà. Moi aussi. Année après année, au fur et à mesure que j'avance dans mon récit, je cherche ce qui s'est passé à l'endroit où se trouvent mes personnages. Et j'essaie de trouver
des anecdotes qu'on ne lit nulle part ailleurs. Quelque chose qu'on n'a pas déjà lu. Voilà. Mais c'est vrai que ta manière d'écrire est très colorée, on voit tout de suite les images. C'est-à-dire c'est pas de l'abstraction, tu vois ce que je veux dire, Oui. tout de suite on visualise. Moi je suis très visuel et c'est vrai que quand on lit, paf, tout de suite on a le ciné qui se met en route. Oui. On voit même des gens, des acteurs, on peut coller des têtes. Et c'est ce qu'on dit, oui. C'est ce qu'on dit aussi. Oui. Quand tu commences tu m'as partiellement répondu aussi, quand tu commences à écrire un roman, tu as déjà la fin, ou alors c'est les personnages qui soufflent l'intrigue. Oui, j'ai jamais la fin. J'avance, et je ne sais jamais combien de pages je vais écrire. Ça c'est génial. C'est ce que je disais à Andy. Combien de pages tu mets par roman? Je ne sais pas. J'avance jusqu'au moment où je juge que c'est terminé. Par exemple, dans l'histoire à 450 pages. Et puis les trois autres, on dans les 380. Ce qui est génial, si tu veux, c'est l'histoire du plongeur, il saute, il ne sait pas faire de l'eau. Voilà. Mais il saute quand même, bravo. Alors combien de temps il t'a fallu pour écrire le petit dernier Une année. Une année. Ah oui, à raison de 5 heures par jour. 5 heures, bravo. Ouais. Bravo. Alors, quand tu écris, j'imagine que tu vis l'histoire de tes personnages. Tu fais corps avec eux. Ah oui, je suis complètement dans l'histoire, vraiment. Et moi, je suis sûr que même tu arrives à te glisser par un phénomène de 4e dimension, tu te retrouves dans l'histoire. Oui. Et puis là, les personnages, ils tapent sur l'épaule, ils disent bon, il est l'heure d'aller manger. Et après, j'imagine qu'après, un roman, on se sent un peu fatigué, non? Comment tu te sens après chaque. Un peu vidé. Un peu, c'est ça, un peu vidé. Un peu vidé. Et en même temps, on a envie de garder ce qu'on a écrit, parce que ça fait partie de nous. Et on a du mal à donner. T'as du mal à donner à l'éditeur, parce qu'on a l'impression que on va donner un petit peu de son âme. Donc Laurent, il faut qu'il arrache le livre à chaque fois. Non, ça va, mais quand même, surtout pour le Grand Bassin. Le Grand Bassin qui est une autobiographie où j'ai vraiment. C'est moi, quoi. C'est mon bébé. Et quand je lui ai donné celui-là, ça m'a vraiment arraché quelque chose des tripes. Vraiment. Ah, mais c'est bien, c'est vraiment. Tu fais corps, tu mets de l'âme. C'est ce que je dis, moi. Quand on écrit, en fait, il y a des morceaux d'âme. Tout à fait, ouais. C'est comme les morceaux de fruits dans les yaourts. Toi, tu mets des morceaux d'âme dans ton écriture. C'est-à-dire que ta phrase, il y a toi dedans. Il y a des morceaux de toi. C'est moi complètement. Oui. Donc c'est pour se sauvegarder, c'est vachement bien. Oui. Des fois on se perd, et tiens, je suis là. Ouais. Je suis là. Alors donc, on a quasiment tout dit, tu vois, ça va vite. Hein. Alors où est-ce qu'on peut se procurer tes magnifiques livres hormis au salon du livre ici? Eh bien, on peut trouver mes livres chez mon éditeur. Chez ton éditeur AETH. AETH. Qui est en Normandie, à Verneuil-sur-Indre. Son adresse mail, c'est www.letemps.fr. Donc vous le trouvez sur Internet. On trouve sur Internet, il suffit de taper AETH, j'imagine, non? Voilà, et vous tombez sur le site de l'éditeur et vous trouvez mes livres. On peut les commander aussi chez n'importe quel grand libraire, chez Amazon, voilà. Partout, on peut les trouver partout. Oui. Alors on va parler de tes projets. Quelques lignes. Alors, j'imagine que ton projet, c'est de continuer à travailler du chapeau pour en sortir magnifiquement des livres du chapeau. Hein. Alors il y en a un sur le feu en ce moment, j'imagine, oui. Oui, il est déjà écrit. Il est déjà écrit. Oui. Mais il a besoin d'être travaillé et je ne vais pas le donner tout de suite. Tu vas pas, celui-là, il va avoir du mal à le donner. Alors, en ce moment, tu as beaucoup d'actu, tu as beaucoup de dédicaces de prévues, des choses comme ça? Oui, je serai au salon à la Saucée. À la Saucée, d'accord. À la Saucée, oui. C'est plus dans le sud, ça. Je ne sais pas, je sais que c'est en Normandie, mais moi je viens de la région parisienne, donc je connais pas trop le... Ça, c'est les gens du sud de la Normandie avec l'accent. C'est vrai qu'en Normandie, c'est vrai qu'il faut distinguer le nord et le sud. Hein. C'est pas du tout grave. Le sud, c'est vrai que c'est différent. Par exemple, quand il pleut chez eux, il ne pleut pas chez nous. Oui. Et puis, ma chère Monique, tu as une page Facebook aussi, on te trouve. Oui. Il suffit de taper ton nom. Hein. Monique Massot-Escaravage. Et quand on te demande un ami, en général, tu acceptes. Il n'y a pas de souci, je regarde quand même. Je regarde tu regardes quand même, il faut montrer pas de blanche. Oui. Faut se méfier sur Facebook. Oui, on sait jamais. Oui. Et bien voilà, j'ai une petite conclusion pour toi, s'il te plaît.
Mais merci, c'était très sympa de me recevoir et j'ai eu vraiment un grand plaisir à parler de mes livres avec toi, Lionel. Ah ben merci. C'était très agréable. Ah, c'est pas fini, j'ai une petite conclusion pour toi. Ah oui? Hein, un dernier mot sur les romans de Monique Masseau-Escaravage. Les fruits de ses cogitations sont juste les fruits de la passion. Et pas seulement les oranges mères, fruits de cette passion qui l'habite et lui fait jouer les locomotives d'écriture, entraînant loin le lecteur embarqué dans ses wagons de papier. C'est beau, hein, moi aussi je fais les images. Vous aussi laissez-vous emporter par ces desserts exotiques. Les paysages et décors sont magnifiques. Laissez-vous emporter, disais-je, par ces desserts exotiques. Voilà, je me répète là. J'ai dû sauter le livre. Alors, voilà, laissez-vous tenter, disais-je, par ces desserts écrits en forme de millefeuille. Hein, avec, ceci dit, nul besoin de crème entre les pages, hein, vu que la plupart des personnages sont déjà de crème. Bon, il y aura quelques méchants quand même, hein, on va pas les dévoiler, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pas sympas dans les bouquins. On trouve de tout. Il y a C'est pour fouetter les crèmes. de l'amour, de la passion, des crimes, des enquêtes. Tout le monde est ravi de trouver son bonheur dans mes bouquins. Ode à la vie au travers de l'écriture, tel est le credo de Monique. Eh bien, merci à toi. Merci beaucoup.